ready. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons commencer sans plus attendre. Je m'engage à finir cette séance à l'heure, à 8 heures, d'ores et déjà, et à vous laisser un temps de parole avec nos invités. Donc, suite à la séance inaugurale du mois passé qui a donné la parole aux musées nationaux, nous ouvrons aujourd'hui plusieurs séances plus thématiques et spécifiques où on a souhaité donner la parole à des collègues en France et à l'étranger qui ont initié des travaux de recherche sur la question spécifique des provenances. Et aujourd'hui, ce sera une séance plutôt allemande avec des travaux vraiment intéressants et très peut-être qui démontrent une longueur d'avance peut-être qu'a pris l'Allemagne par rapport à la France dans l'organisation de travaux et dans aussi la mise en évidence de la nécessité de travailler sur cette question de la documentation des collections et de la traçabilité aussi des parcours des objets. En effet, dès 2018, l'Association allemande des musées avait élaboré un guide pour le traitement des biens de collection issus de contextes coloniaux, guide qui a été d'ailleurs traduit en français et en anglais, dans lequel ils ont mis en évidence cette nécessité d'un travail systématique sur le passé colonial des musées et de leurs collections, qui était à destination des professionnels de musées et qui avait vocation à les sensibiliser à cet enjeu tout en offrant des outils de travail. Deux axes majeurs ont été mis en évidence dans ce guide, celui de la recherche des provenances et également la numérisation des fonds de collection comme base indispensable à la transparence et au dialogue international. Ce guide interpellait l'État fédéral allemand sur la nécessité de déployer des moyens humains et financiers pour atteindre ces objectifs. Et les auteurs ont insisté en introduction aussi sur l'importance d'échanges avec les représentants des communautés d'origine des collections, non pas nécessairement parce qu'il y avait en arrière-plan des demandes de restitution, mais parce qu'il y avait un souhait de travailler, d'avoir des vrais échanges sur un pied d'égalité et qu'il y ait un travail participatif qui s'opère avec les communautés d'origine, une implication et que ça puisse aussi entrer permettre de briser un certain monopole dans l'interprétation des objets et aussi dans l'idée d'un partage et d'un transfert de connaissances dans les deux sens. De ce guide, et je trouve que c'est tout à fait intéressant, insistait aussi fortement sur le fait que cette démarche allait bien au-delà des simples musées d'ethnographie et qu'elle concernait l'ensemble du monde muséal allemand qui était d'une manière ou d'une autre forcément concerné par cette question de l'appréhension du contexte colonial et qui était vraiment perçu comme quelque chose d'international qui dépassait les seules frontières des anciennes colonies allemandes. Cela a donné suite aussi par la suite a donné lieu à des démarches qui se sont accélérées en 2019 de restitution de restes humains et à la création en 2020 d'un organisme qui s'appelle Point de contact pour les objets coloniaux, qui a été inauguré début août et qui vise à simplifier la recherche d'objets issus des territoires soumis à l'expansion coloniale allemande à diverses époques. Cet organisme a pour objectif de servir d'intermédiaire entre le gouvernement et les États fédéraux d'une part, avec les États africains d'autre part, pour établir et créer des bases de données permettant de savoir où se trouve telle ou telle collection. C'est un projet qui est cofinancé par le gouvernement fédéral et les États. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux projets qui sont dans la lignée de ceux que je viens d'évoquer rapidement. Tout d'abord, le projet PAESE, Provenance Research in Non-European Collection and Ethnology, qui a été mis en place en Basse-Saxe et qui est un projet qui est mené entre 2018 et 2021 et qui rassemble 5 musées et collections universitaires. C'est un projet qui se penche sur les circonstances qui entourent l'acquisition de collections ethnographiques dans un contexte colonial. Il va nous être présenté par Claudia Andratschk et Sabine Lang, qui sont en visio donc directement depuis l'Allemagne. Vous imaginez bien pourquoi. On avait espéré pouvoir les faire venir à Paris pour cette rencontre, mais c'était vraiment trop compliqué sur le plan sanitaire. Et donc, grâce aux nouvelles technologies, nous avons la chance de pouvoir maintenir
ce temps d'échange avec elles aujourd'hui et vous aurez bien sûr tout le loisir de leur poser les questions que vous souhaitez. Je vais les présenter rapidement. Le docteur Claudia Andratsch, qui a étudié l'histoire de l'art, l'histoire médiévale et moderne et le droit aux universités de Braunschweig et de Tübingen. Elle a travaillé dans un institut d'histoire de l'art à Braunschweig. Elle a été également freelance pendant plusieurs années dans différents musées, dont le musée de Hanovre, le Landesmuseum. Depuis 2008, elle a entamé un travail important sur la question des provenances des collections du musée de Hanovre, du Landesmuseum, avec un focus particulier sur les biens confisqués par les nazis. Depuis 2013, elle est responsable de tous les départements du musée, préhistoire, ethnologie, beaux-arts, numismatique et histoire naturelle. Et elle fait partie de ceux qui ont élaboré ce fameux projet Paese qu'elle va vous présenter et dont elle pilote aujourd'hui la mise en œuvre. Elle a également été coordinatrice donc d'un important réseau de recherche sur la question des provenances dans toute la Basse-Saxe, qui a été initié par le ministère des Sciences et de la Culture, qui est un réseau qui comprend 60 membres et partenaires de différents musées, bibliothèques, archives et associations. Elle est membre de plusieurs groupes de recherche sur cette question particulière des provenances, a eu l'occasion aussi de collaborer à un certain nombre de séminaires et de publier des articles en lien avec ces questions, et notamment sur la question des biens juifs spoliés et des biens originaires des contextes culturels. Sabine Lang est formée en anthropologie culturelle, spécialisée sur les cultures d'Amérique, les cultures précolombiennes d'Amérique. Elle a également une formation initiale en préhistoire de l'Europe dans les universités de Tübingen et de Hambourg. Elle a réalisé une thèse de doctorat sur les systèmes de genre et les relations homosexuelles dans les communautés indigènes d'Amérique du Nord. Travaux de recherche qu'elle a pu poursuivre dans le cadre d'un financement par la German Research Foundation aux États-Unis. Elle a, pendant de nombreuses années, été active comme chercheuse indépendante, conférencière, traductrice et éditrice, et a publié les résultats de ses travaux dans un certain nombre de publications. Elle est rattachée depuis 2017 au Römer- und Pelitzäus-Museum de Hildesheim, sur un programme au départ de recherche sur un ensemble de collections dont elle vous parlera, qui avait été transféré du Musée royal d'ethnographie de Berlin au Römer Museum à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Et elle est maintenant officiellement en charge pour le musée de Hildesheim d'effectuer ses travaux de recherche sur la question des biographies de collection dans ce musée spécifiquement. À l'heure actuelle, elle est curatrice, elle a été commissaire d'une exposition sur les parures et modes vestimentaires des femmes héréros, qui est une exposition qui est visible jusqu'au mois de novembre 2020. Donc après la présentation de ce premier projet, nous nous attacherons au travail qui est mené par Felicity Bodenstein dans le cadre du projet Digital Bénin, Reconnecting Real Art Treasures, qui est financé par la fondation Ernest von Siemens, qui a été lancé très récemment. Donc Felicity Bodenstein, qui est historienne de l'art, spécialiste de l'histoire des musées et des collections, maître de conférences à l'université Sorbonne en histoire de l'art contemporain et histoire du patrimoine. Elle a soutenu sa thèse en 2015 à l'université Paris-Sorbonne sur l'histoire du cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale. Et elle travaille depuis 2015 sur le cas d'un butin de guerre pris à Benin City, qui est aujourd'hui au Nigeria, en 1897. Projet qui a été soutenu par des bourses postdoctorales au Max Planck Institute, au musée du Quai Branly ou à l'Université technique de Berlin, où elle a travaillé aux côtés de Bénédicte Savoie sur le projet des translocations. Son travail tente de retracer l'histoire de la dispersion des objets et de comprendre comment la mémoire des objets s'observe à Benin City. Et donc, elle co-dirige ce projet Digital Bénin qu'elle va vous présenter, qui est basé au musée ethnographique d'Hambourg et qui vise à justement créer une plateforme numérique pour rassembler des informations sur une collection royale dispersée. Voilà, vaste programme qui nous attend. Cette séance sera à la fois en français et en anglais. Nos collègues d'Allemagne vont intervenir en anglais. Vous pourrez leur poser vos questions également en anglais ou en français et on fera la traduction avec Felicity au besoin. Et j'avais demandé à Felicity de plutôt privilégier une présentation en français de manière à équilibrer la prise de parole dans les deux langues pour que ceux qui nous écoutent aient plus de facilité à suivre l'intégralité
du contenu. Donc, je vais laisser la parole à Claudia en premier lieu. Merci. Et je me tiens à votre disposition ensuite pour un temps d'échange. On va faire les deux présentations de Claudia et Sabine à la suite l'une de l'autre, puisqu'il y en a une qui va présenter le cadre général et Sabine va plutôt rentrer sur son travail spécifique sur Hildesheim. À vous, Claudia. Merci. Chère Émilie, chers auditeurs, chers collègues, je vous remercie de votre invitation et je suis très heureux de vous représenter notre projet collaboratif PAESE aujourd'hui. Malheureusement, en raison de la situation actuelle, il n'est pas possible pour Sabine et moi d'être présents en personne. Après tout, grâce à la technologie, à ce stade, un grand merci à Madame Desbois, nous pouvons vous parler depuis d'Allemagne. Je vous prie de comprendre que je vais passer à l'anglais dans la suite car je me sens plus en sécurité dans cette langue. In the following, I would like to give you a brief overview of the genesis, the current state, and the objectives of the joint project Provenance Research in Non-European Collections and Ethnology, short PAESE, in Lower Saxony. In the last years, public institutions were and are requested to argue critically with their own history and to check the origins of their holdings as well as of new entries. According to the ICANN Code of Ethics, this applies to all accession types and periods, but in Europe and especially in Germany, the necessity of provenance research was initially seen primarily as a contribution to coming to terms with the Nazi past. This was underlined in the so-called Washington Principles in 1998 and in Germany in the Common Declaration in 1999, and both aim to recognize the injustice of Nazi confiscated property even at the end of all juridical terms. Since then, every public institution has to look for and identify further Nazi confiscated cultural property and take the necessary steps in order to find an equitable and fair solution. Identified or found objects shall be published in the Lost Art Internet database, as well as search requests from rightful owners or their heirs can be placed there. As a result of this development, I've been responsible for provenance research at the Landesmuseum Hannover since 2008. And at first, Emily mentioned that, as in most German museums, with a focus on Nazi confiscated art. In 2013, a permanent position was established, which has since then been responsible for all departments, besides the art gallery, prehistory, natural history, numismatics, and the ethnographic collection. In the course of the founding of a network for provenance research in Lower Saxony, initiated by the Ministry for Science and Culture in 2014-15, the coordination office of that network was linked to this position. My position. The network combines forces and competence in the field of provenance research at federal state level and interconnects them with the national initiatives. Members include museums and universities, as well as partners from libraries, archives, and regional associations. Essential tasks are counseling museums, creating initiatives for research and collaborative projects, providing support with applications for funding or helping with organization of information, further education events and public relations work. As you can already see from examples of objects shown on the homepage of the network, the very stocks or objects examined are quite heterogeneous within the members of the network, and the same applies to the questions and needs. The range extends from fine art, everyday objects, furniture, and handicrafts to autographs and ethnographic objects. As it turned out, members of the network with ethnographic collections, such as in Hanover, Göttingen, Oldenburg, or Braunschweig, saw urgent need for provenance research less with regard to the Nazi period than to the colonial era. Each institution then tried to face this challenge with individual projects. The Landesmuseum Hannover, for example, has presented interim results of systematic research on collections from colonial contexts in an exhibition called A Difficult Legacy in 2016 and 17, which ran in parallel to the exhibition German Colonialism in the German Historical Museum in Berlin.
In addition, the Landesmuseum has researched the provenance of human remains in preparation to their return to Australia or Namibia. At the same time, the Römer and Pelizaeus Museum in Hildesheim investigated objects that came as gifts in exchange or by purchase from the Ethnographic Museum in Berlin around 1900, as you can see on the right. The need for systematic provenance research on collections from colonial contexts, as well as a lack of national funding or research infrastructure in Germany at that time, led to the idea to create a joint research project with the goal of conducting cooperative basic research on the origins of objects. By doing so, the project was also to open up to the collections and start a transnational dialogue about current and future ways of dealing with them. The results of these considerations was the PAESE project, which, thanks to financial support by the Volkswagen Foundation, now runs from 2018 to 2021. In addition to similar projects, for example, in Berlin, Hamburg, or Stuttgart, the PAESE project is an initiative to undertake systematic research by a research association of museums and universities, as well as with experts and representatives from the countries or communities of origin. These are from Cameroon, Namibia, Tanzania, Papua New Guinea, and Australia. Based on the major academic, museum, and missionary ethnographic collections in Lower Saxony, 8 doctoral or postdoctoral projects are investigating the historical formation and distribution of objects, as well as their entanglement in networks, flows, and power disparities of colonialism. The objectives are basic research on the acquisition of ethnographic collections in Lower Saxony, networking and cooperation with representatives of the societies or countries of origin, and also with comparable projects in the German-speaking or European world, transparency and opening of a dialogue about the origin of the objects and the future handling of them, and as a basis for this, an opening of the research collections to all interested parties. The sub-projects have various focuses on types of objects, acquisition forms, regions, and issues, mainly in the form of doctoral theses, and as a result, there are both common features and differences. I cannot speak a lot about each project, I only show them. So in Hanover, for example, the focus is on collections from Cameroon, and in Braunschweig, it's the same. But we got different types of collectors or military staff who donated it. At the university in Göttingen, one focus is on the trade networks and routes, another on the use of objects in university or academic teaching. And still another project is on the provenance of Jurungas, secret sacred objects from Australia. In Oldenburg, the sub-project natural history specimens are included in addition to ethnographic objects. And Sabine Lang herself will say more about her project in Hildesheim later on. In addition, there's a sub-project at the University of Hanover Department of History of Law that focuses on the legal, historical, juridical, and ethical perspectives on colonial collecting. Continuous interaction between the several sub-projects is facilitated by a coordinator at the Landesmuseum Hannover. Each year there are several meetings, workshops, and special PhD colloquia at the universities involved, in which the state of the dissertations, as well as the historical, ethnological, and juridical methods used, are discussed. In 2019, experts from museums and universities in Cameroon, Tanzania, Namibia, and Papua New Guinea were invited to share their perspectives and information. During the encounters, the collections and the documentation were examined, and several workshops were held to discuss the various perspectives and expectations. Together with the German Lost Art Foundation,
we organized a conference called Perspectives of Transnational Provenance Research in Ethnographic Collections in Germany, at which the members of the joint project discussed together with their colleagues involved in similar transnational collaborative projects in Germany. Not only the possibilities, but also the challenges and limitations of collaboration were openly addressed. For example, funding lines that did not allow for funding of researchers in their countries, but only for inviting them to Germany as guests. Various mutual visits and another workshop were planned this year. They all had to be cancelled due to the corona pandemic. Two doctoral students from Hannover and Braunschweig, Bianca Baumann and Isabella Bosa, visited Cameroon this spring, where they conducted interviews with representatives of the communities of origin about the history and future handling of individual objects, or oral tradition about actors, stakeholders, and events on site. They also organized joint workshops with the university and the Chefferie of Sotiko in Douala. Due to the corona outbreak, they were forced to abandon their research and had to be brought back to Europe by the German Federal Foreign Office. Next year in summer, the results of the whole project shall be discussed at an international conference, which we now also think in analog and digital terms. Transnational exhibitions after the project period are also being considered. In parallel to this, ways and means are sought to establish new projects in the partner countries and institutions, or to promote their scholars as well. In the meantime, funding lines have also been developed, which would make this possible. In addition to the multilingual website, at the moment it is in German and English, but coming soon also in French. The objects examined in the joint project will be recorded in a database and displayed on the website to make them searchable and analyzable. Other projects have already shown the perspectives associated with this, and the lecture of Felicity Bodenstein will also present as a digital platform. At the moment, there's only a cultural heritage portal in Lower Saxony, you see it at the left, which does not contain any information on provenance of the objects, so that we cannot even indicate if it's from colonial contexts or not, in contrast to Nazi-looted goods, which can be displayed or published in the Lost Art database. We therefore have currently no possibility to document objects from colonial contexts online. The Paese database, and you see only a screenshot from a work in progress, it's not online yet, but will be in a few weeks, will bring together all relevant information, from basic data to the known or researched provenance, including scans of inventory book entries, index cards, or relevant materials, as well as transcripts. It will be multilingual, searchable, and commentable, and comments are necessary for disputed terms as well as for ambiguous provenances. Sabine Lang will provide examples later on. After all, shared knowledge is a precondition for a dialogue on the future handling of these objects, which includes the preservation and exhibition here, as well as possible restitutions. Experts from the countries or communities of origin will get access to the back-end, so that discussions about the change of meanings or limitations in transparency due to the sensitivity of some objects beyond personal meetings, as well as new virtual, mobile or analog projects may emerge. The exchange so far has already shown that there are more sensitive objects than expected, and that the attributions made in Germany were often incorrect. Here I show you one example for a secret sacred object. If it's sensitive, it may not be displayed, which is contrary to the general call for transparency. And how do we deal with racist terms in the old documents, for example? There are many questions and many discussions. To ensure the continuity of the exchange, the Network for Provenance Research in Lower Saxony will proceed with the Paese website and database, because the funding lines are over, and next or 2020, the Paese project will end. In this regard, the database
shall lay cornerstones for a research infrastructure on which future projects in Lower Saxony can draw. There's a need for systematic provenance research in those smaller museums as well, as becomes apparent from a fact that ethnographic objects from colonial contexts have been repeatedly found when researchers were looking for Nazi-looted art, for example, in Alfeld. Since 2019, the network has prepared workshops for those smaller museums and project applications to investigate the animal trade company of Reiche und Ruhe in Alfeld, which was also the source of many of the ethnographic objects found at the municipal museum there. And for a joint project of small museums in East Frisia, to which many objects also came from China over naval captains and seafarers. After the funding lines of the German Lost Art Foundation were extended to colonial contexts in 2018, and Emily already mentioned the German contact point for collections from colonial contexts we have since this year, the projects can now be financed with national funding, and they will start soon. My aim is to link the results of these future projects in Lower Saxony to those of the PAESE project and to enrich its database so that in the long term, more and more ethnographic collections from Lower Saxony will be visible and researchable as one precondition for establishing discussions on how to deal with them on long-term partnerships for shared history and future. These collections or objects can then be linked with other platforms and finally integrated into a near future national or central database, which is currently the subject of much discussion in Germany. Merci beaucoup pour votre attention. Sabine, you are here? Yes, I'm here. Yes. Just a second. Perfect. I'm waiting for Claudia to clear the screen. Ich krieg das da nicht raus. Oh, Wie kriege ich mich denn größer? Ich habe dieses untere Ding nicht mehr. das müsste eigentlich erscheinen, wenn du mit dem Mauspfeil. Ja, ich habe jetzt neue Freigabe, aber ich kann die Freigabe nicht enden. Also ich mache meins jetzt mal zu. Mhm. Ja. Ja, das müsste schon reichen. So, jo. Das erscheint irgendwie nicht. Ich bin jetzt raus. Ja, just a second. I am trying to. Wir hatten es auf dem Bildschirm. Ah, okay. Just a tiny little second. No problem. No, not a big problem. Und jetzt? Nee. So. Das hier? Das da. Ja. We're having a little technical problem. Mhm. For some reason, we're having a problem with the PowerPoint, which we didn't have yesterday. Je l'ai moi éventuellement, mais ça va être non, elle pourra pas faire le défilé des images à 5 gig. Nee. Ah, it's Da okay. ist sie. Da ist sie? Ja, ja. Okay. In full screen, if
If you can, it's perfect. Yeah, just a second. Perfect. Genau, und So. Bildschirm. Okay. Jawohl. Thank you. Okay. Can everyone see the presentation? Yes, it's perfect. Wonderful. Chère Émilie, chers auditeurs, chers collègues, je vous remercie de votre invitation et je suis très heureux de vous présenter le sous-projet de Pays réalisé en Hildesheim. Comme Madame Andratschke, je donnerai aussi la conférence en anglais car je ne parle pas très bien le français. In 1844, a museum society, Museumsverein, was founded by a group of Hildesheim citizens for the purpose of sparking more interest in nature, fostering profound knowledge of the latter, disseminating knowledge of old and new art, yet without excluding other scholarly disciplines such as history, ethnography, the study of antiquities, numismatics, etc. Under the name of Städtisches Museum, Hildesheim City Museum, the museum opened in 1845, first in 2 small exhibition rooms. As the collections increased, a secularized medieval church was bought to provide more exhibition space. In the mid-1880s, it was complemented by a large neo-Gothic museum building. In 1894, after the death of museum co-founder Dr. Hermann Römer, the museum was renamed Römer Museum. In 1911, the Pelizaeus Museum, housed in a medieval orphanage, was bought and added to the complex of buildings. It served to exhibit Egyptian and other antiquities, most of them donated by the Cairo-based merchant Wilhelm Pelizaeus. Hence today's name of the twin museums, Römer und Pelizaeus Museum. From its very beginnings, the Römer und Pelizaeus Museum has been laid out at what in German is called a Mehrspartenmuseum, that is, a museum whose collections cover several disciplines. Natural history, with more than 200,000 specimens from zoology. Zoology alone has 100,000 specimens, geology, mineralogy, paleontology, and botany. Then Egyptology with more than 8,000 objects, art, a collection of paintings and sculptures, about 1,000 works, as well as a graphics collection comprising about 10,000 sheets of printed graphic works. City history with a collection of about 50,000 objects, including prehistory and archaeology, and last but not least, ethnology with about 12,000 objects. When the museum opened in 1845, the ethnographic collection comprised about 28 ethnographic objects, including weapons and tools from the Sandwich Islands, which is today Hawaii. Today, there are about 12,000 objects from all parts of the world, including the German colonies from 1884 until 1994, 1918, from Cameroon, Togo, German East Africa, German Southwest Africa, German New Guinea, which was the northeastern part of what is today Papua New Guinea, the Bismarck Archipelago, and parts of Micronesia, as well as Kiautschou in China. Then there are collections predating the establishment of German colonial rule in the respective regions. For example, objects collected in Oceania prior to 1879 on behalf of the Godefroy Trading Company in Hamburg, or objects collected by the plant hunter Hermann Kalbreyer in Cameroon in 1876 and donated to the museum of his native city of Hildesheim. Then there are colonies of other colonial powers, for example, Australia, the Dutch East Indies, India, British New Guinea, the Cape Colony, and Belgian Congo. And last but not least, independent states such as the United States of America, Peru, Chile, Argentina, Brazil, and other nations in South America that had freed themselves from colonial rule in the early 19th century, as in the case of Latin America, or in the late 18th century, as in the case of the United States of America.
In the context of circumstances of acquisition, it must be noted that independence did not necessarily bring about changes in the treatment and living conditions of indigenous peoples or in colonial style practices of collecting. Feudalistic structures continued to exist, for example, in the independent Latin American states. The focus of the sub-project is on networks from the founding of the Römer Museum in 1844-45 until World War I. These include the collectors' networks of the museum directors Hermann Römer, who was who was involved with the museum from 1844 until 1894 and director from 1873 until 1894. Achilles André was director from 1894 until 1905, and Rudolf Hauthal, who was director of the museum from 1905-06 until 1925, and the impact of these networks on the growth of the ethnographic collection. A special regional focus is on the Namibia collection at the Römer Museum. It was originally made up of 200 objects, the earliest of which were acquired by the museum in the mid-1800s, 1880s, from the Karl Höpfner collection, and the latest were acquired in the mid-1960s. Not all objects have survived over the course of the past 120 or more years. Research on the provenance of these objects included cooperation with experts from Namibia. Nsila Marina Mubusisi of the National Museum of Namibia and Werner Hillebrecht of the Museums Association of Namibia, who visited Hildesheim in September 2019 for inspection, assessment, and discussion of the still existing objects. None of the objects from Namibia kept at the Römer and Pelizaeus Museum was considered problematic by our colleagues from Windhoek in terms of secret, sacred, or related criteria. The issue of restitution was not raised by them. However, they commented the fact that more elements of Namibian fashion, such as the Omutumbe corsage made of ostrich eggshell beads or ekori headdresses formerly worn by Herero women, are kept in German museums than, for example, at the National Museum of Namibia. In the context of that cooperation and against the backdrop of the Museum of Namibian Fashion envisioned by the Museums Association of Namibia, a special exhibition is currently being presented at the Römer und Pelizaeus Museum, Heavyweight Fashion, Traditional Clothing and Adornment of Herero Women. One of the primary goals in the face of current debates on dealing with objects, particularly from colonial contexts in ethnographic collections, is the clarification of circumstances under which they were collected. Such clarification requires essential information, most importantly the name or identity of the collector. Other helpful information includes the place where the object was collected and the time of collection, for example, in the context of so-called punitive expeditions in the German colonies. The primary sources used for research include inventory books and archival material kept at the Hildesheim City Archives, as well as at other city, state, and federal archives. If inventory books, archival material, or other documents do not reveal the name or identity of the collector, a clarification of the circumstances of acquisition is impossible. An exception are inventory book entries such as spoils of war from the Maji-Maji War, which reveal the circumstances of acquisition, as is the case with about 30 objects received by the Römer Museum from the Royal Museum of Ethnography in Berlin, where additional documents exist. The various networks under research include dozens of collectors. The Hildesheim City Archives keep an abundance of documents relating to the ethnographic collection of the Römer and Pelizaeus Museum. In addition, comprehensive information on gifts and purchases is found in the annual reports of the Hildesheim Museum Society, which were published from 1845 until 1906. Various types of networks can be distinguished. First, there are the professional, personal, and political networks of the directors themselves. An example of this is Ludwig Gottfried Dues, 1831 until
and died in 1903, a cousin of Hermann Römers. This was Imperial and Royal Consul General of Austria in Bremen and a merchant with business connections to various parts of the world. These he used for acquiring collections for the Hildesheim Museum, which he presented with objects collected by various people from his network. Examples include collections from Oceania, collected by Otto Zemsch, Namibia, the already mentioned Karl Höpfner, South Africa, objects from the Zulu, the collector is yet unknown, and Australia, collected by Otto von dem Busche. Second, we have networks connecting Hildesheim-born expatriates with their native city. There was a considerable number of Hildesheim-born people who took up residence in foreign countries, where they collected ethnographic objects and natural history specimens and sent these to the Römer Museum. The large number of collectors under study in the sub-project at Hildesheim is both a challenge and a chance. Research on many collectors who lived in many parts of the world is time-consuming. On the other hand, it allows general statements on the possibilities and limitations of clarifying the circumstances of acquisition based not only on one collector or few collectors, but on many collectors. Please do not let yourself be confused or overwhelmed by the many names and dates on this slide. You're not expected to read any of these. It serves a purely illustrative purpose to give an impression of the many connections of the City Museum or Römer Museum to all parts of the world. The map was compiled on the basis of information contained in the annual reports of the Hildesheim Museum Society, which were published from 1845 until 1906. Among other things, they usually had an appendix listing the names of people from Hildesheim and abroad who had presented the museum with ethnographic and other objects. It also becomes obvious that the Römer Museum enjoyed an excellent reputation far beyond the city limits of Hildesheim or even the region of Lower Saxony. That reputation led people from other parts of what was then the German Empire to offer the museum ethnographic objects as gifts or for sale. In the annual reports, Hermann Römer repeatedly called upon the readers to help enlarge the collections of the Hildesheim Museum. In 1870, he wrote, "So many families now have members living in the remotest parts of the world, or at least contact with these parts of the world. It would thus be easy to provide the museum with interesting natural history specimens, products of arts, and weapons and tools of the savage natives," as they were termed in the 1870s. And many expatriates indeed remained faithful to their native city and to its museum, which they had known from childhood, as has been mentioned above. Examples include merchant August Ludwig Stelling, whose business had a branch in Sulawesi, Indonesia, from where he sent ethnographic objects and zoological specimens to the Römer Museum. Mining engineer Albert Götting, who moved to Bolivia, then to Chile, and presented the museum with archaeological, mineralogical, and ethnographic objects. And physician Dr. Ma Heinecke, who had moved to St. Louis on the Mississippi River, where he gathered ancient Native American stone tools in his vineyard and sent them to Hildesheim, together with a letter in which he expressed his homesickness for his beloved native city. In some cases, it is possible to establish the circumstances of acquisition without any doubt. In other cases, there remains a question mark, and in still other cases, even thorough research does not yield any information on the way objects were collected. Let us begin with definite clarification of circumstances of acquisition. Examples at the Römer and Pelizaeus Museum include a small collection of weapons labeled Herero Waterberg in the inventory book. Research in numerous documents kept at the archives of the United Evangelical Mission in Wuppertal, Germany, showed that these are definitely not spoils of war from the battle at the Waterberg, which was fought on August 11th, 1904. Waterberg refers to the mission station of Otjudzon Jupa, not the battle. The weapons were collected long before 1904 by Wilhelm Eich, a missionary active for the Rhenish Mission Society and in charge of the mission station at Otjudzon Jupa Waterberg from 1891 until the outbreak of the Namibian War in February 1904.
Another example is 30 weapons labeled Royal Museum of Ethnology Berlin, gift spoils of war, according to documents in the Hildesheim City Archives and in the archives of the Ethnological Museum Berlin. The weapons are definitely part of the booty taken during the Maji Maji War in Tanzania, which lasted from 1905 until 1907. Then we have the category of suspicions or hints, but no clarification with beyond doubt. The most prominent examples of this with regard to the collections of the Römer und Pelizaeus Museum are weapons collected by members of the so-called Schutztruppen in Germany's African colonies. With very few exceptions, there are nowhere explicit statements as to the nature of the acquisition. However, documents suggest that we may be dealing with spoils of war. Former soldiers in the German colonial army sold the Römer Museum objects from ethnic groups with which they had been involved in warlike encounters. Franz Hildebrand, for example, a physician from Goslar in Lower Saxony, had been involved in a battle with the Wagaya in Tanzania when stationed at Mwanza on Lake Victoria. In the early 1900s, he offered Wagaya objects, including warriors' equipment, to the Römer Museum. However, he also collected objects of everyday use and mentions that relations with the Wagaya were peaceful after the battle. It is known that other members of the Schutztruppen, for example, in Togo, did not only capture ethnographic objects, but also acquired them from the locals by means of purchase or barter. Even though evidence may suggest that we are dealing with spoils of war, there is still the possibility that objects were acquired outside warlike contexts. The last category is no clarification possible. It applies to the vast majority of ethnographic objects falls in this category, at least in the collection of the Römer und Pelizaeus Museum. On the one hand, no clarification possible applies to cases in which names of collectors are not mentioned in the inventory books or elsewhere and cannot be established even by thorough research. This also means, by the way, that many objects listed in inventory books cannot be attributed to specific collectors. Half of the objects from Namibia in the collection of the Römer and Pelizaeus Museum are without any names of collectors. Information on collectors is also lacking for many objects from other parts of the world. On the other hand, clarification of ways of acquisition may not be possible even when names of collectors are known. Research in archival and other sources may not yield any information. An example is Karl Höpfner, who undertook 2 prospection expeditions in what is today Namibia on the eve of the establishment of the colony of German Southwest Africa in 1884. While Höpfner left a detailed report of his second exhibition, he does not mention any acquisition of ethnographic objects. It is likely that he did not consider such acquisitions worth mentioning, as his main focus was on mineral resources and possibilities of establishing so-called treaties of protection with local indigenous political leaders. The examples cited above give an impression of the difficulties involved in establishing not only biographical data of collectors, but also the circumstances under which ethnographic objects were collected. In the face of expectations on the part of various actors or stakeholders, such as politicians interested in a critical reappraisal of the German colonial past, or activists both in Germany and in the countries of provenance, the question arises as to how to deal with the countless objects whose provenance or context of acquisition cannot be clarified even by thorough research. This applies not only to handling and exhibiting such objects in museums, but also to matters of restitution. And another question concerning provenance research in cooperation with descendants of objects' original owners: is there any memory of collectors or collecting activities by 19th century Europeans still preserved in the oral traditions of societies of origin? And how can both communities and museums profit from sharing such information? With these questions, I close my presentation. Thank you very much for your attention. Thank you, Sabine. Okay. So.
On a quelques minutes pour poser des questions, si vous le souhaitez, à Sabine et Claudia avant de passer à la présentation de Felicity. Est-ce que quelqu'un a d'ores et déjà une question à poser par rapport à cette double présentation très riche? Oui, Vincent, je vais prendre le micro pour que... On vous fait passer un micro pour que ça puisse être capté par la vidéo. Thank you very much for your very interesting presentations. I have actually a question for both of you. Can you give us some hint about the percentage of objects that you were able to survey during your study? Because it could be interesting for us to know how time-consuming it is to go through all these this kind of checking. And a second part of my question would be, what are the main difficult issues that you're facing in terms of research? Willst du anfangen, Sabine? Yeah, I will begin. As to the number of objects, this is difficult to answer. We have, as I said, the Namibia collection at the Römer and Pelitius Museum has about 200 objects. Then we have a Cameroon collection, which has, I think, I don't exactly remember. It has, I think it has about 300 objects. And then we have a Tanzania collection, which also has 300 or 400 objects. At any rate, in my sub-project, I'm dealing with hundreds of objects collected by, there we go. Okay, we have Cameroon 283, Tanzania about 300, Namibia 200, and we have also about 550 objects from New Guinea. These are not all the subject of my sub-project, but I would say I mentioned that I'm dealing with dozens of collectors, and I'm dealing with several hundreds of objects. It is difficult to give it an exact number, and the most the biggest problem I'm facing is the impossibility of establishing the exact circumstances of acquisition. Yeah, I can say for the other sub-projects, it's nearly the same. It's a range from 1 or 2 or 300 objects to maybe 500, but it's only it's not all collection from colonial contexts the museums have. In Landesmuseum Hannover, we have alone in the time of the period of colonial expansion in the German time, we have about 5,000 objects which came in, and later on in the time of colonial revision in the 1930s, when the colonies, they wanted the colonies back, they came even more. So we could not take a look at all those thousands of objects, so we had to choose some. And our colleague researching is an African specialist. So Bianca Baumann is only looking at the Cameroon collection and only at a few objects. And problems are archival. For example, if you can't find everything in the archives, and if you don't have such art objects or individual objects, no object of everyday life is mentioned in any archival source. But it's the same when you do provenance research with other objects of that kind. So you have to look at the context, look at the networks, look at the trade routes, look at the collectors, but and then find some heirs or
who can say anything about it? Sabine mentioned it, oral tradition or oral history, but you have to establish contexts, and that is not something that you can do in 5 minutes. Félicity. I was wondering, you mentioned that the database would be, it would be possible to comment on it or to add from the outside information, people who would come to you spontaneously with information. I was wondering how that's going to function, because it's something that we're also thinking about, and it's quite complicated. And I was also wondering whether in your work with the source communities, any of the consultation was about the user nature of the database itself, and how that might be adapted perhaps also to different contexts than maybe a German research context. So I was just wondering whether they had any input about how easy or how fitted this kind of database might be to the exploration by source communities of information. Yes, that's a problem. We know. We said it cannot be too big. The data cannot be too big, because it has to be used there as well. We are not online yet. We are in discussion with us, which was a lot of discussions until today, and then we contact our partners in the countries of origin again before we go online, and then they can add their comments as well. And when it's online, there's a front end and a back end, and the comments you can give different user roles, and then the comments will be there's an administrator for the database. So it's not possible that anybody can comment anything at the front end. I think this is not manageable. This would be fine for some people and very open, but it's not usable or handleable for us. We don't have staff to look at it every day from morning to night. So. I have just one question. Is there a project of translation of your work on provenance in the permanent exhibition of in our museums? Actually, it's a work work in progress, a research in progress. But do you imagine to translate this for the public in the permanent exhibition? Sabine? As to the permanent exhibition, I cannot tell, because I'm not the curator at the museum. Andrea Niklisch is. But what we did is I curated two small exhibitions in the course of my Paese research. One of the Godefroy, one on the Godefroy Trading Company I mentioned in my presentation, and another one which is currently shown on traditional clothing of the Herero women, of which the Römer und Pelizius Museum has quite very interesting old specimens, old objects and items of clothing. And in these two special exhibitions, the issue of provenance research was addressed and still is addressed in the heavyweight fashion exhibition that is shown until November 8th. In the Landesmuseum, we already have a part in the permanent exhibition about colonialism, and an audio guide with a post-colonial view on the objects, and it is planned to establish some of the results in some kind of special
exhibition from every partner, but it's still is discussed. And other plans I mentioned it is to deal with future projects from the beginning, not with guests, but on eye level with partners from the countries of origin, and then plan exhibitions together and exhibitions there in the country, in Cameroon, for example, and in Germany or in Hanover. And these are plans that are discussed. Yes. Okay. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on laisse la parole à Felicity? On va poursuivre alors. Merci beaucoup. Ok. Well, I'm sorry for my, I would have liked to also maybe speak in English for my colleagues in Germany, but there was a choice that needed to be made, so I salute you in Germany there. I will have to, I will continue in French, which is also more difficult for me because I've been preparing this project in English. So. Même si je travaille en français, mais voilà, tout est dans ma tête en anglais. Je vous remercie vraiment chaleureusement de cette invitation. C'est avec une certaine crainte que je présente ce projet aujourd'hui à vous parce qu'en fait, il est très très jeune. Il est très jeune. Nous avons été financés au mois d'avril. Nous avons fait nos recrutements cet été et nous avons lancé notre projet vraiment entre nous en équipe il y a 2 semaines. Donc nous avons eu nos premières réunions ensemble. Donc voilà, c'est peut-être le meilleur moment d'ailleurs de présenter un projet parce qu'on n'a pas encore fait toutes les erreurs que nous allons sans doute faire au fur et à mesure parce que c'est un projet compliqué. Donc, Digital Benin vise à développer une plateforme numérique qui va rassembler pour la première fois en ligne les fonds de la maison royale de l'Oba de Benin City qui sont aujourd'hui dispersés dans le monde. C'est un projet qui est porté par un besoin ressenti depuis longtemps au niveau du monde académique et muséal international, mais aussi et surtout par des acteurs du patrimoine au Nigeria. Un désir que j'ai pu constater lors de mes visites et mes entretiens à Benin City sur la mémoire de la perte et de la continuité aussi de la production des objets dans cette ville. Et quand on est à Benin City, on se rend compte très rapidement qu'en dehors de quelques exemplaires du catalogue de l'exposition de 2006 qui a été édité par Barbara Plankensteiner, qui est le PI de ce projet à Hambourg, il y avait très peu de ressources disponibles sur place pour explorer et connaître le contenu de ces collections à l'étranger. Donc, j'ai eu plusieurs expériences intéressantes d'entretien avec des personnes à qui j'ai pu montrer des photos dans différents musées où j'ai pu voyager en Europe et j'ai toujours été frappée par les réactions de surprise et d'étonnement de voir où se trouvait l'amplitude des différents lieux où se trouvaient les objets. Donc il s'agit de répondre à un souhait concret de disposer de cette collection numérique de ces objets royaux qui sont d'une très grande diversité. Je ne vais pas pouvoir rentrer là aujourd'hui dans la typologie de ces objets qui sont en étain, en ivoire, en corail, en terre cuite, en bois, et qui constituent des ensembles liés à tous les aspects de la vie culturelle, mais aussi décorative, artistique de la cour et des grands chefs de la ville. Ils sont aujourd'hui dispersés dans le monde entier après la destruction, l'invasion de la ville et la destruction et le saccage notamment du palais royal par les troupes britanniques en 1897. Et ici, je vous montre l'image qui est aujourd'hui agrandie à très grande échelle dans le musée à Benin City pour justement parler de cet événement. Ça fait que depuis 1 an qu'on a une documentation au sein du musée qui vraiment reflète l'historique de ces événements, ce qui est assez intéressant. L'image a été fournie par ailleurs par un musée étranger, par le Smithsonian, qui travaille avec le musée à Benin City.
Et ici, je vous montre le conservateur et le directeur du Musée national à Benin City lors d'une exposition qui a eu lieu en décembre 2018, où on a montré en fait les photos des objets tels qu'elles sont présentées dans les musées. Et derrière, vous avez en fait la présentation qui est aujourd'hui au Metropolitan Museum à New York. Et là encore, quand j'avais été au mois d'octobre 2018, on m'avait demandé justement si je pouvais contribuer des images en provenance d'autres musées pour que les gens puissent voir justement le lieu où sont ces expositions. Le titre de l'exposition a beaucoup donné lieu à controverse puisque certains voulaient mettre Benny Stolen Artifacts, d'autres voulaient prendre un mot peut-être un peu plus soft pour parler de ces questions. En tout cas, qui soulève toujours beaucoup d'émotions quand on est sur place. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de base de données qui permet d'avoir un aperçu complet des œuvres qui se trouvent, on peut dire, environ dans 200 musées différents. Et il y en a probablement un peu plus que la liste que nous avons actuellement. Et donc les personnes intéressées, et en particulier à Benin City et au Nigeria, doivent effectuer des recherches approfondies sur un très grand nombre de sites web institutionnels. Et quand les musées ont un site web qui recense les objets, ce qui encore n'est pas forcément dans tous les cas, surtout pour des petites institutions, le cas. Donc, c'était un problème qu'on m'a aussi rapporté de nombreuses reprises, cette difficulté, effectivement, même de savoir où sont les objets. C'est la première question. Donc, le projet va se dérouler sur une période de 2 années de financement que nous avons obtenu par la Ernst von Siemens Kunststiftung. Après une longue négociation sur 1 an autour d'un projet et une demande de financement, il va être développé dans le cadre d'un processus de coopération on a aussi embauché effectivement plusieurs chercheurs à Benin City, 2 chercheurs pour être exact, qui vont travailler avec nous dans ce projet. Et là, effectivement, nous avons très très bien compris la problématique dont nos collègues allemands ont aussi mentionné, cette question de comment financer, par exemple, comment employer quelqu'un qui travaille au Nigeria aujourd'hui, comment leur donner l'argent. Effectivement, ce sont des questions administratives qui sont extrêmement complexes. Il se trouve que maintenant, ça va être du liquide en fait qui va circuler de l'Allemagne au Nigeria parce que nous n'avons pas trouvé d'autres solutions. Siemens, c'est une fondation très souple et donc je les remercie beaucoup de ne pas nous soupçonner de trafic de devises. Voilà. Mais juste pour vous dire que ce genre de projet a effectivement des aspects pratiques qui sont très complexes. Sinon, nous sommes une équipe donc, de 4 Principal Investigators avec Barbara Plankensteiner qui est directrice du Muséum d'ethnographie d'Hambourg, Jonathan Fine qui est à la tête de l'Ethnologisches Museum à Berlin, moi-même et Dr. Anna Luther qui est une spécialiste de Information Technology et qui travaille actuellement en freelance aux États-Unis et elle va travailler avec nous en lien avec une équipe de design et de technologie qui s'appelle Behavior Over Time. Nous avons 2 postdocs à Hambourg qui vont être employés à temps plein sur la durée des 2 ans et également un doctorant et une étudiante en master 2 à Benin City. Donc on est aussi affilié avec l'université sur place, ce qui est extrêmement important et précieux pour nous. L'autre forme de collaboration qui, je dirais, est un peu la condition sine qua non pour la réussite de ce projet, c'est le fait que nous allons travailler avec les membres du Benin Dialogue. Le Benin Dialogue mérite que je l'explique rapidement ce que c'est. En fait, c'est une réunion complètement informelle. Pour l'instant, ça n'a pas
il n'y a pas de cadre institutionnel, de conservateurs de musées européens et nigériens, ainsi que des membres de la Cour de l'Oba de Benin City, des membres de la Commission nationale des musées et des monuments du Nigeria, et depuis 2018 également les représentants du gouvernement fédéral local de Benin City, ce qui est très important pour plusieurs raisons. Ça a été initié il y a près de 10 ans par Barbara Plankensteiner au moment de l'organisation, à la suite de l'organisation de l'exposition Bénin 5 siècles d'art royal, qui est aussi passée au musée du Quai Branly juste après peu après l'ouverture en 2007. Et depuis, ce groupe donc informel s'est réuni à Berlin, à Benin City, à Cambridge, à Leiden. Et la visite la plus récente, et dont je vous montre une image ici, était à Bénin encore. Il a été établi à un moment où il faut dire on était dans un contexte très différent de celui que nous connaissons actuellement, où il n'y avait pas du tout de pression politique autour de ces questions de restitution, et où au contraire ce groupe a dû se penser pour avoir un forum, pour avoir un moyen de porter ce sujet un petit peu et de trouver une manière de s'entendre autour de la manière dont on peut néanmoins partager, ne serait-ce que les informations, les images et d'autres éléments en lien avec les collections. Ça a évolué lentement. Il y a eu aussi des périodes d'arrêt à cette négociation, à ce dialogue qui n'a pas toujours été simple, qui n'a pas toujours été compris aussi du côté de Benin City, parce que les interlocuteurs sur place ne comprenaient pas forcément que les conservateurs de musées n'ont pas le pouvoir ni de restituer, ni même qui peuvent venir en bonne foi pour discuter, pour échanger, mais que finalement c'était tout ce qu'ils pouvaient faire. Petit à petit, les choses ont évolué aussi très fortement parce qu'il y a actuellement un projet pour la construction d'un nouveau musée à Benin City en lien avec la Cour et en lien justement donc avec les représentants du gouvernement fédéral local. Et donc le Benin Dialogue a commencé à jouer un rôle important dans la négociation de ce qui au départ a été prévu comme des prêts et ce qui semblerait quand même se diriger aussi vers la question des restitutions de plus en plus, mais je ne peux pas m'avancer trop sur ce plan extrêmement politique. Moi-même, je n'ai jamais pu participer aux séances du Benin Dialogue parce qu'ils sont toujours fermés et uniquement ouverts aux conservateurs de musées. Nous avons néanmoins présenté notre projet en début de la semaine pour justement entériner et susciter la collaboration des membres de ce dialogue qui sont en fait les collections où on a les plus importants fonds d'objets en provenance de Benin City dans le monde, en dehors de l'Amérique du Nord qui ne fait pas encore partie de ce Benin Dialogue. Voilà un peu les différents partenaires de ce projet. Je ne vais pas énormément parler de la conception et la mise en œuvre technique de cette plateforme qui est dirigée et réalisée par des experts dont je ne fais pas partie en données numériques, des programmeurs et des concepteurs. Mais une caractéristique particulière de la plateforme est qu'elle va devoir être capable de collecter des données provenant de diverses bases de données de musées dans différents pays et en plusieurs langues qui fonctionnent sur différents systèmes. Donc c'est un défi extrêmement complexe et je suis donc très soulagée que nous avons une très très bonne équipe technique, mais néanmoins je tremble un petit peu face à cette histoire. Et on va essayer de trouver donc un processus semi-automatisé dont je vais essayer peut-être de vous en parler un petit peu après. Mais je vais m'appuyer pour aujourd'hui et je vais essayer d'aller plus vite. Je me rends compte que le temps passe. Sur les questions que je connais mieux, qui sont donc ces questions historiographiques notamment, et le problème que j'ai essayé de au moins résoudre partiellement ou avoir une certaine vue d'ensemble pour l'écriture de ce projet, qui était de savoir quel est notre corpus en réalité. Le fait est que nous avons besoin de savoir
où se trouvent vraiment les objets dont nous allons nous occuper. Sauf qu'il est impossible de savoir exactement quels objets sont sortis de Benin City à la suite directe de l'expédition punitive de 1897. Donc personne ne sait combien d'objets vont être dans notre base à la fin. Je vais donc faire brièvement l'historique de cette tâche de comptabiliser les objets de Benin City pris en 1897, ce qui va nous permettre de comprendre un petit peu ce qu'on peut savoir et aussi l'étendue des informations qui vont sans doute toujours manquer. C'est une question qui m'est très chère, c'est que cette base de données ne vienne pas gommer des pertes ou donner l'illusion d'une vue d'ensemble retrouvée qu'on ne retrouvera sans doute jamais. Je pense qu'il faut être lucide là-dessus et ne pas constituer ça comme un projet universaliste avec un objectif exhaustif. On a conscience que cela ne sera pas possible et on a aussi conscience que ce sera très important de visualiser ou au moins de donner un aperçu de ce qui a été perdu ou de ce que nous ne pouvons pas savoir. Or, montrer ce qui est absent, ce qu'on ne sait pas, c'est notre enjeu. Et je pense qu'au niveau de la visualisation des données, ça va être extrêmement intéressant. Dans un premier temps, ce que nous savons vient de... Enfin, il y a beaucoup de chiffres différents qui circulent en lien avec le nombre d'objets pris à Benin City en 1897. C'est la première chose qu'il faut savoir. Donc il faut examiner d'où viennent ces chiffres. La première vient de l'ouvrage fondamental, le premier grand ouvrage qui a essayé de faire une synthèse sur les objets une fois arrivés en Europe et divisé dans un premier temps surtout entre l'Angleterre et l'Allemagne qui ont été les deux pays à collectionner le plus dans un premier temps ces objets. On a cette sorte de tableau Excel de M. Felix von Luschen qui a établi cela en 1919 et qui a donc comptabilisé 2400 objets. Mais la plupart des auteurs aujourd'hui se réfèrent aux estimations plus vagues faites par Philippe Darc dans les années 1970, qui a essayé de fixer un chiffre tout en ayant conscience que c'était extrêmement difficile et qu'on allait sans doute continuer à découvrir des objets. Il a conçu, lui, un système, c'était donc avant le numérique, un système de cartes perforées, où il a imaginé pouvoir classer les objets selon un nombre de combinaisons qui lui permettaient d'aller à peu près jusqu'à 10 000 objets. Donc il comptait quand même découvrir beaucoup plus que les 3 à 5 000 qu'il estimait, enfin, dont il avait connaissance lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est au Nigeria, le chiffre est toujours très très différent. Systématiquement, on me parle de 10 000 objets. Ce sont les chiffres qu'on retrouve dans les entretiens et dans les journaux. Et ce sont aussi les chiffres que certains marchands en Europe me rapportent. Ce sont principalement ces marchands qu'on pourrait dire bas de gamme, qui sont ceux qui importent encore aujourd'hui massivement des objets, en général des copies bien évidemment contemporaines, et avec certains objets qu'ils prétendent aussi avoir daté par thermoluminescence d'avant 1897. Cet aspect-là, pour nous, constitue aussi une complexité supplémentaire. Mais si on commence avec Luschen, nous avons notre premier point de référence. C'est à 22 ans après l'expédition punitive. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 22 ans? Ça, c'est la première, black box sur laquelle je vais revenir après. Mais il nous donne un chiffre donc de 2400 objets qu'il a obtenus en additionnant le contenu des collections de Berlin, Cologne, Dresde, Francfort, Hambourg, Leyde, Londres, Pitt Rivers, qui est le seul collectionneur nommé privé, Stuttgart, Vienne et une colonne intitulée Le Reste avec 379 objets. Bien sûr, c'est beaucoup plus que 379 et c'est Darc qui a ensuite essayé de poursuivre cette enquête. Et si on suit les mouvements du marché, on peut comprendre un petit peu pourquoi il y a eu, voilà. Dans les années 1930, il y a eu une première vague d'objets qui sortent des collections particulières en Grande-Bretagne
du fait d'une crise économique et qui arrivent sur le marché, qui cette fois-ci vont être surtout achetés par les Français. Et c'est ensuite les marchands français qui vont exporter ce marché dans les années 1930 vers les États-Unis, où là, les prix vont connaître une augmentation exponentielle. Et c'est justement après la Deuxième Guerre mondiale, alors que les prix explosent, principalement en raison de cet intérêt nord-américain, qu'on va voir les premiers efforts du côté du Nigeria et de certains conservateurs du premier musée colonial en naissance à Lagos pour racheter sur le marché européen et américain des objets de Benin City. Tout cela en relation et en collaboration avec on peut dire, les premiers acteurs du patrimoine à Benin City, le premier historien, l'historien qui, au XXe siècle, a essayé de faire les premières synthèses entre l'histoire orale et l'histoire écrite par les Européens, Jacob Egarevba. Donc, c'est un moment où on essaie de racheter des choses pour aussi constituer une collection à Lagos que j'ai pu également examiner. C'est aussi un moment qui est assez poignant parce qu'on voit l'échec d'un certain nombre d'acquisitions, notamment le masque qui est aujourd'hui au Metropolitan Museum que Lagos a essayé d'acheter, mais n'avait pas le poids, ne faisait pas le poids, bien évidemment, contre le pouvoir d'achat d'un Rockefeller. Donc Dark nous rapporte une image avec une liste de pièces de Bénin dans 18 pays, dans 200 collections publiques et 30 collectionneurs privés, bien qu'il précise bien évidemment que de nombreux noms manquent et nous en avons ajouté beaucoup depuis. Dans sa liste, il y a 2 pays africains qui sont déjà présents, l'Angola et le Nigeria, mais pour le reste, à l'exception de quelques pièces en Australie et en Russie, l'essentiel de cette carte concerne l'Europe et l'Amérique du Nord. Bien sûr, l'extension, la dispersion se globalise encore aujourd'hui et actuellement, les achats se font plutôt vers la Chine où, ici, je vous montre la tête acquise par le musée du Louvre à Abu Dhabi très récemment et sur lequel j'aimerais beaucoup avoir plus d'informations, si quelqu'un peut me les donner. Voilà. Je voulais voir avec vous un petit peu, mais je vais m'arrêter là et je vais vous renvoyer vers un article qui est apparu très récemment et où j'explique ce que, en gros, j'allais vous exposer maintenant. C'est vraiment la raison pour laquelle c'est si difficile de faire ce décompte. C'est vraiment en lien avec la manière dont les objets ont été pris. C'est-à-dire qu'ils ont été pris non pas en faisant un joli inventaire comme on a vu pour les Spoils of War de la guerre Magie-Magie. C'est quelque chose de très unique d'avoir un inventaire comme ça d'un butin de guerre en contexte colonial. Ils ont été pour plus de 2/3 pris en fait comme les biens personnels, enfin comme le butin personnel des membres de l'expédition. Et du coup, il est extrêmement complexe de restituer les premiers mouvements. On a, c'est quelque chose que j'essaie de faire par des moyens, justement, comme nos collègues allemands l'ont expliqué, les moyens du réseau. Donc, d'essayer de comprendre quel est le réseau des marchands actifs sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest et à Londres et en Allemagne, et donc de recoller les morceaux par ce biais-là pour comprendre cette première vague. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a effectivement 2 groupes d'objets qui étaient pris de façon officielle en tant que prize, en tant que butin de guerre véritable qui faisait partie de la tradition britannique de guerre. Et c'est intéressant parce qu'on différencie dans les archives entre des objets pris de façon régulière et irrégulière. C'est vraiment deux modes de fonctionnement différents. Et dans le cas de Benin City, de façon assez forte, l'irrégularité était très élevée, chose qui a été remarquée à l'époque et pour lequel le chef de l'expédition a dû se justifier auprès des agents comptables de la colonisation à Londres. Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail, si ce n'est que pour vous dire que ce qui a été saisi de façon officielle et
vendus en lot pour vraiment rétribuer directement le protectorat et le Foreign Office, c'était l'ivoire, parce que c'est ce que, dès le début, on savait avait une valeur intrinsèque importante. Et quand on est rentré à Benin City, on savait qu'on allait trouver beaucoup d'ivoire et c'était prévu. Mais pour les autres objets, le marché n'existait pas et on ne savait pas très bien comment il allait fonctionner. Et c'est notamment le cas des plaques qui, elles aussi, ont été saisies en lot de façon officielle et envoyées à Londres vraiment de façon groupée. Et là, nous avons les listes des objets qui sont rentrés au British Museum, mais c'est vraiment une toute petite partie de l'ensemble. Ce sont 300 plaques en tout. Voilà, je passe un peu sur les autres détails. Je voulais juste vous mentionner, il y a aussi quelques cas particuliers, des objets particulièrement emblématiques. On voit très bien qu'ils partent tous dans les bagages privés des plus hauts officiers, qui avaient sans doute le premier choix aussi dans le processus de cette prise de butin. Donc ce sont ces différents éléments que j'essaie de pister actuellement afin qu'on puisse mieux comprendre les informations, cette masse d'informations que nous allons rassembler au niveau de la provenance en associant les données des différents musées, qui ont un niveau de provenance qui est extrêmement variable, mais qu'on espère comme ça pouvoir aussi peut-être au moins commenter de façon qualitative sans forcément pouvoir donner une provenance exacte, mais donner des possibilités, des pistes, des noms de marchands susceptibles d'avoir été impliqués ou pas, en fonction de la date d'acquisition, en fonction du lieu d'acquisition, etc. Voilà, je m'arrête. Pour le côté technique, de toute façon, c'est pas vraiment résolu, donc il vaut peut-être mieux que je n'en parle pas trop. Et j'attends avec curiosité et impatience vos questions, si vous avez encore le courage à cette heure-ci. Quelques minutes. Merci, Félicity. Juliette, vous faites circuler le micro éventuellement. Ah bah il y a déjà une question au fond de la salle. Je poserai la mienne après. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Justement, moi j'étais assez intéressé par le volet technique, parce que j'imagine que, si j'ai bien compris, vous allez rassembler sur un site des notices de base de données provenant des différents musées où sont conservés ces objets. Donc, dans le dialogue que vous allez instaurer avec ces musées, si par exemple, vous avez des informations sur une provenance précise, vous allez pouvoir peut-être essayer d'intervenir pour que cette notice puisse être enrichie par des informations provenant du projet. Mais dans d'autres cas, ce dialogue n'aboutira pas, donc vous n'obtiendrez rien. Et du coup, je me demandais, ça veut dire que sur votre site, vous avez aussi besoin d'apporter des commentaires ou des compléments ou de la contradiction par rapport à ces notices que vous allez rassembler. Et du coup, je voulais savoir si c'est bien ce que vous entendiez et comment... est-ce que c'est bien à ça que vous voulez arriver, en fait? Oui, tout à fait. On aimerait bien garder la possibilité pour l'utilisateur d'avoir accès aux informations telles qu'elles sont aujourd'hui dans les musées, telles qu'elles existent. Donc, de garder les données telles qu'elles sont, parce que c'est une forme qui a aussi une importance historique. Mais on va proposer une sorte, ce que mes collègues appellent le connection layer, ou une interface qui nous permet d'apporter d'autres éléments qu'on pourrait avoir ou pas par-dessus les informations du musée. Et en fonction de notre relation avec les institutions, il va y avoir ce qu'on appelle un feedback loop, donc la possibilité que les informations que nous ajoutons retournent dans la base de données du musée. Donc ça va dépendre du type d'accès aux données qu'ils nous donnent. S'ils nous donnent un accès par un... Bon, j'ai peur de dire des bêtises, mais je pense par un format actif qui nous permet de reverser des données de façon automatique, ils vont récupérer tout type d'informations. Mais ça dépend vraiment. Il y a des musées avec lesquels je sais que ça va se faire comme ça parce qu'on en a déjà discuté avec eux, parce que ça fait partie
Ils font partie du Benin Dialogue, ils font partie des institutions que nous avons invitées à un workshop préalable où nous avons commencé à négocier, pas un accord, mais au moins des conditions dans lesquelles pour eux ce serait acceptable. Donc on sait qu'on pourra le faire pour un certain nombre d'institutions. Maintenant, il faudrait aussi que nous cartographions pour toutes les institutions le type d'accès que nous avons eu et le type de relation que nous avons constitué. Mais ça aussi, ça va être une information qui va être visible et transparente sur le site. C'est extrêmement important que les gens comprennent quel type de données on a eu et quel est le niveau d'interactivité que nous avons établi avec ces données. Parce que l'initiative, à l'origine, elle est presque individuelle. Enfin, vous êtes un groupe de chercheurs et de conservateurs, mais il n'y a pas de commande. Non. Il n'y a pas vraiment ni de l'État du Nigeria, ni non, il n'y avait pas de commande, mais Barbara Plankensteiner travaille quand même de très près avec beaucoup d'acteurs du patrimoine au Nigeria à travers le Benin Dialogue. Et effectivement, c'était un peu un cas où moi, je suis allée la voir avec cette idée. Elle est venue vers moi avec cette idée et ensuite d'autres personnes se sont agrégées et c'est surtout grâce à cette chance incroyable que la Fondation Siemens s'est intéressée à ce projet. C'est ça qui permet à ce que ça existe. Moi, honnêtement, j'y aurais jamais cru, donc je touche du bois. Merci. Well, if you don't mind, maybe I will ask you my question in English so that our German colleagues can follow. I'm not at all a specialist of African art, but from my part of the world, which is Asia, the objects from Benin City looks rather coherent from a stylistical point of view. Yeah. But I wonder whether all the objects which are deemed as coming from Benin City could actually come from other sides in Nigeria. Not really from other sites of Nigeria, except for some very recent copies which are made in No, they're very, very identifiable pieces. The problem is more differentiating between what was produced before 1897 and after 1897, and also, for us, the question of the corpus is what we want to get at is what left Benin City in the immediate aftermath of 1897. That doesn't mean that we're not interested in the production that happened afterwards. It's a fascinating production, and it's not to pursue that authentication process which freezes artistic practice for African objects in the pre-colonial time. That's a little bit of an unfortunate side effect of this kind of project, but we do need to. That is one challenge, but that's where the provenance becomes really important for us, because any object that is in Europe in 1920 is from the punitive expedition or the immediate aftermath, because the circulation of copies and reproductions really started a little bit later, even though production was continuous in Benin City. But yes, there will come a point when there will be some difficult decisions to be made, and then we will just have to be very upfront about the unknowables, the dates that are very vague, and so on and so forth. Encore, oui. Moi, je voulais vous demander un peu plus sur le projet numérique. Donc, on a compris que c'était une base de données qui allait rassembler des objets qui sont dispersés. Mais est-ce que ce sera sous la forme d'une base de données? Sans doute oui, avec des fiches d'objets. Mais est-ce qu'il y a un autre volet qui relève plus de la data visualisation et peut-être une sorte de reconstitution virtuelle de cette collection, la manière dont elle était disposée, agencée? Alors, la disposition à l'époque, oui, on va en parler, mais plutôt sous la forme du récit, parce que je crois que la reconstitution visuelle est un peu... Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas envisagé, en fait.
il faudrait demander encore des financements. Enfin, ce seraient des projets, à la limite, qui pourraient se greffer sur le projet actuel. Mais en l'état actuel, on n'a pas les moyens pour ça. Par contre, on a la ferme intention d'associer aux objets la collecte des sources locales et de l'histoire locale, qui est souvent pas associée aux objets aujourd'hui dans les musées et dans la description. Donc, on voudrait qu'il y ait une interface qui permet d'associer avec ces collections des interprétations qui nous arrivent du Nigeria aujourd'hui. C'est pour ça essentiellement que nos 2 chercheurs sur place, ils vont travailler sur la collecte d'informations et sur aussi sur place, surtout sur ce qu'on attend vraiment de cette base. J'ai pas eu le temps de montrer. On a fait un workshop où on a invité un certain nombre d'acteurs du patrimoine sur place et qui nous ont fait, par exemple, des listes de personnes pour lesquelles eux, ils pensaient que ce serait important d'avoir cette base. Et on a eu quelques surprises. Par exemple, le directeur du Musée national a estimé que ce serait très important pour le cinéma, pour les cinéastes. Bon, le Nigeria, c'est la deuxième économie cinématographique dans le monde. Ils sont en train de se lancer beaucoup plus dans le cinéma historique. Et voilà, personnellement, c'était pas quelque chose auquel j'avais pensé comme public potentiel pour nous. Et on a aussi été approché par un metteur en scène qui voudrait faire un récit et qui voudrait utiliser les images des objets que nous allons rassembler. Donc, effectivement, on cherche d'autres manières de raconter les objets et on va essayer de leur donner une place sur cette base. Merci. On peut prendre une dernière question pour ne pas libérer la salle trop tard. Non, pas de... Bon. Si. Je me posais simplement une question par rapport aux collectionneurs privés. Est-ce que vous envisagez de les inclure dans le projet ou est-ce qu'au contraire, ils sont mis de côté? Alors, pour l'instant, on ne va pas essayer de les recenser de façon... c'est extrêmement complexe et on n'a pas les moyens, on va dire, en termes d'employés pour faire ça. Après, s'il y a des collectionneurs privés qui viennent vers nous et qui voudraient que leur collection soit documentée, il va falloir qu'on réfléchisse beaucoup. Parce que moi, personnellement, hein, et je pense que beaucoup de mes collègues sont d'accord avec moi, nous ne sommes pas là pour augmenter le prix d'un objet. Donc, et c'est là que les choses sont extrêmement délicates et c'est pour ça que je n'ai pas spécialement envie de mettre en valeur des objets qui sont sur le marché ou dans une collection privée. Parce que le résultat peut être qu'on instrumentalise notre documentation pour ça. Et bon, voilà, c'est une position éthique. Il faut qu'on en discute encore. Parce qu'à la fois, ça peut aussi... Aujourd'hui, on voit qu'il y a des objets qui arrivent sur le marché et qui n'arrivent plus à être vendus parce que la position a changé face à ces objets-là. Et que pour le dernier objet qui a été vendu chez Sotheby's, il y a eu une campagne par des activistes et par certains conservateurs de musées pour dire non, il ne faut pas vendre ce type d'objet, c'est un objet pillé, etc. Et l'objet n'a pas été vendu. Donc c'est après, moi j'ai pas spécialement envie d'intervenir non plus sur le marché, mais voilà, si on le fait pas, c'est aussi pour cette raison-là en fait. Même si c'est dommage parce que à la fois c'est aussi l'occasion que ces objets soient connus. Donc, je suis très partagée, mais en fait, concrètement, on n'y arriverait pas parce qu'on n'a pas les moyens. Et donc, du coup, on évite une question épineuse par ce biais-là. On peut imaginer que le projet va courir au-delà des 2 ans de financement, qu'après, il y aura... l'entreprise est tellement vaste qu'elle nécessitera des années complémentaires. Ouais. Et j'espère qu'on aura des financements pour faire des choses comme des objets en 3D ou pour changer aussi la manière de visualiser. Mais pour l'instant, on n'a qu'un budget pour photographier là où il n'y a pas de photos. Et je pense que ce ne sera pas suffisant.
de toute façon. Et moi, je m'interrogeais sur un dernier point, sur le fait de la pérennité aussi des données que vous allez mettre en ligne, parce que si c'est pas porté par une structure, enfin, qui est le porteur d'ailleurs de l'outil numérique qui va être créé et qui pourrait assurer une forme de pérennité? Il y a bon, pour l'instant, il y a un accord quand même que la Sorbonne, donc l'université pour laquelle je travaille, pourrait héberger. D'accord. Mais on espère aussi que, surtout, le nouveau musée à Benin City pourra devenir aussi l'hébergeur. Enfin, ça, ce serait l'idéal. Après, il ne faut pas non plus se faire d'illusions, c'est compliqué. Donc, l'université de Benin City, par exemple, ne veut pas. Donc, c'est pas si évident, cette question-là, et on cherche encore les solutions, mais on sait que dans tous les cas, l'université, parce que même le musée ethnographique d'Hambourg ne peut pas s'engager, en fait, et puis n'a pas forcément envie d'être propriétaire comme ça de cet ensemble de données qui ne devrait pas leur appartenir. C'est une vraie question. Parce que c'est aussi une question de propriété après. Oui. Oui, et puis en fonction aussi des résultats, enfin, vous êtes sur la question des provenances qui ont, voilà, dont on sait que l'origine est quand même assez, enfin voilà, violente, avérée. Ça peut créer, il peut y avoir des formes de résistance par rapport à vos travaux, peut-être certains propriétaires de fonds qui vont pas forcément souhaiter mettre en évidence certaines données. Et derrière, comment... Pour l'instant, on est dans une constellation plutôt favorable. Au contraire, en fait, il y a une certaine pression sur les musées et même, ils ont toujours... Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème véritable pour accéder à ces données. J'ai pas l'impression que ça va être ça, notre grand problème. Malgré tout. Très bien. On s'arrête là peut-être. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie à tous. Je vous donne pour ma part rendez-vous le 12 novembre prochain pour une séance consacrée aux collections océaniennes. D'autres démarches, d'autres méthodes, d'autres aboutissements. Un grand merci à nos collègues en Allemagne. Thank you very much for your time and your conference. Merci beaucoup. Merci bonne beaucoup. soirée.